Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. Hommage à ma famille à qui ce livre est également dédié. À la mémoire de mon père et de ma mère. À Dominique, mon épouse qui ne cesse de faire mon admiration par son dynamisme, sa créativité et son talent de décoratrice dans notre foyer. À Fabienne, notre fille psychologue qui avec sa maman partage la même intelligence du cœur. À Louane, notre petite fille, 7 ans en 2015, qui lira un jour ce livre où elle découvrira que son grand-père a choisi de risquer sa vie pour défendre des valeurs fondamentales, paix, humanisme, et n'ayant jamais hésité à dire non à l'inacceptable. À Eric, le père de Louane. À Dany, ma belle-sœur et à son époux, le docteur Michel Crouzillac pour leur présence et leur soutien permanent. Exergue. La guerre est toujours atroce et absurde, et pourtant de grandes vertus, courage, honneur, loyauté, désintéressement semblent nées de la morale du soldat. D'où le conflit moral de l'homme de guerre, quand sa culture et sa conscience l'obligent à être un homme, son tempérament et sa profession un guerrier. Pierre-Henri Simon, extrait de Portrait d'un officier. Il y a eu les héros, les victimes et les bourreaux d'un conflit qui s'est terminé voilà 50 ans. Mais il y a eu aussi tous ceux, Algériens et Français, qui ont rêvé d'une fraternité durable entre les deux peuples, qui ont proposé les réformes qui pouvaient la permettre et dont les voix n'ont pas été écoutées. Jean Daniel, le Nouvel Observateur du 1er au 7 mars 2012. Préface, par l'ambassadeur Kemal Hacene. Une avalanche de souvenirs, c'est ce que déclenche la lecture du manuscrit du colonel de gendarmerie en retraite, Pierre Coulon. Celui-ci a commandé, pendant la guerre d'Algérie, des détachements aux Isères et à Alger. Ce fut, tout le monde s'en souvient, une guerre atroce, 1954 à 1962. Durant cette période, j'étais moi-même, jeune étudiant à l'université d'Alger, puis à celle de Montpellier. Mais le cas de Pierre Coulon est particulier, car dès le début, aidé dans ses pensées par des amis, il avait conclu à l'inéluctabilité de l'indépendance de l'Algérie. Combien étaient-ils à cette époque, les officiers français dits libéraux, à partager cette vérité? Quelques dizaines et encore. Ce faisant, Pierre Coulon s'inscrivait dans la lignée du général Paris de Bollardière, de Jules Roy et quelques autres qui sauvèrent l'honneur de l'armée française et de la France et servirent de passerelle entre la France et l'Algérie. De Bollardière fut mis aux arrêts de rigueur pour avoir protesté contre l'usage de la torture en Algérie. Jules Roy, un des plus jeunes colonels de l'aviation française, démissionna pour protester contre la répression en Indochine et garda une attitude anticolonialiste pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, et ce, avec d'autant plus de mérite qu'il était issu d'une famille de pieds noirs de Marengo, algérois. Pierre Coulon, par son attitude, avait décidé de faire sienne cette affirmation de Montesquieu. Tout le monde a le droit de mourir pour sa patrie, personne n'a le droit de mentir pour elle. Répétons-le, cette guerre fut atroce. Elle fut le résultat de multiples occasions ratées de la part de gouvernements français successifs, qui n'eurent jamais ni la clairvoyance ni le courage politique d'imposer une solution qu'ils savaient inéluctable. Celle-ci leur avait été pourtant suggérée des dizaines de fois par des leaders nationalistes algériens tels que Ferhat Abbas. Il arriva donc ce qui était prévisible. Ce qu'ils n'avaient pu obtenir par des pourparlers, les Algériens décidèrent de s'en emparer par les armes, d'où le déclenchement de la Révolution. Mentionnons quelques grandes étapes de ce raté historique qui devait avoir des conséquences sanglantes. Révolte d'El Mokrani dans la région de la Médiana en 1871, féroce répression du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kerata. Plusieurs milliers de morts parmi des Algériens qui manifestaient pacifiquement, et enfin le 1er novembre 1954, lâche attitude du président du Conseil français, on dirait maintenant Premier ministre, le socialiste Guy Mollet en 1957 qui est arrivé à Alger pour un court séjour après son investiture avec des idées libérales, céda aux tomates, nous écrivons bien tomates, d'activistes pieds noirs au cours d'un dépôt de fleurs en 1957 au monument aux morts d'Alger et phrase historique du ministre de l'Intérieur français en 1954. La seule négociation avec le FLN, c'est la guerre. Le ministre s'appelait François Mitterrand. Les hasards de la vie m'ont fait connaître et estimer Pierre Coulon. C'est une amitié qui m'honore.
J'ai découvert en lui les grandes qualités humaines dont il a fait preuve au cours des événements de la guerre d'Algérie, événements qu'il décrit si bien et parfois de manière si émouvante dans son livre. En particulier le fait qu'il est sauvé, il le raconte dans ses écrits, un jeune étudiant en médecine, algérien, me touche particulièrement, car j'ai connu cet étudiant à la faculté d'Alger et habité avec lui à la cité universitaire de Ben Aknoun. La guerre d'Algérie aurait pu être évitée, s'il y avait eu des milliers de Pierre Coulon du côté français. Il ne sert à rien de se répandre en regrets, mais il a eu le mérite avec quelques autres, de sauver l'honneur de la France et d'avoir empêché certains Algériens de désespérer de son pays. Nous évoquons souvent, quand nous nous rencontrons, la liste des occasions perdues et nous repartageons les émotions qui nous ont secoués, chacun de son côté pendant cette période. Mais je regretterai toujours en ce qui me concerne que le gouvernement et l'armée française de l'époque ne se soient pas inspirés d'un certain colonel de gendarmerie, appelé Pierre Coulon. Il est et restera pour moi l'honneur de l'armée française et de la France en Algérie. Depuis la fin de cette guerre, Pierre Coulon a toujours porté en lui l'espoir d'une totale réconciliation entre les peuples français et algériens. Il est comme la plupart d'entre nous soumis au régime de la douche écossaise. Parfois bonne relation entre les deux pays, quelquefois mauvaise, le plus souvent ni mauvaise ni bonne, mais tendue. Notre génération verra-t-elle enfin un apaisement définitif entre Paris et Alger ? J'en doute parfois moi-même, et essaie de ne pas trop décourager mon ami Pierre. J'estime, mais peut-être ai-je tort, qu'il faudra une génération pour de bonnes relations stables s'installent entre les deux pays. Comme disait un illustre homme d'État français, François Mitterrand, il faut laisser du temps au temps. Après tout, l'exemple franco-allemand incite à l'optimisme. Rappelons-nous une anecdote. Lors de son voyage en Algérie indépendante en 1975, le président Giscard d'Estaing, premier chef d'État français à s'y rendre, déclara au président Boumedienne que le meilleur moyen d'apaiser les relations entre la France et l'Algérie était de les banaliser. Ce à quoi celui-ci répondit que ces relations seraient ou bonnes ou mauvaises, mais jamais banales. L'histoire lui a donné raison. Avant-propos. Ce livre souvenir aurait pu être écrit beaucoup plus tôt, soit peu après mon retour d'Alger, le 15 mars 1962, soit lorsque j'ai pris ma retraite dès 1988, mais pour diverses raisons je n'étais pas prêt. Le récit aurait sans doute gagné en précision, mais j'aurais parlé en colonel, qui aurait sans doute insisté davantage sur la mission fondamentale de la gendarmerie, la protection des personnes et des biens. Il était, me semble-t-il, indispensable, pour relater certaines de mes actions, que les passions fussent apaisées, mais aujourd'hui même le sont-elles vraiment ? J'étais convaincu qu'il fallait attendre pour raconter les relations que j'ai pu nouer, sur le terrain et en pleine guerre, avec certains membres de l'insurrection. Aurait-on pu comprendre alors mon comportement ? Ne risquait-il pas d'être assimilé à une trahison ? Aurait-il fallu absolument choisir et être politiquement ou dans un camp ou dans l'autre ? Comme le firent certains communistes qui passèrent du côté du FLN ? Envisager des passerelles peut paraître inimaginable, surtout dans un contexte de guerre civile. Et pourtant, n'était-ce pas le plus souhaitable, le plus efficace et le plus respectueux des deux camps en présence ? Je reste pour ma part persuadé que la façon dont j'ai assumé mes responsabilités était juste. Tout ce que j'ai fait l'a été en accord avec ma conscience. J'écris 50 ans après les événements et je le fais en homme libre, profondément libre. Je prends la plume sur l'insistance pressante de ma famille et de mes amis. Certes, la protection des personnes et des biens n'a pas été évacuée comme on le verra. Mais j'ai toujours été avant tout animé de la volonté de protéger avec vigilance les droits de l'homme. Ils furent l'objet de mon attention permanente et parfois de mon intervention énergique. Et pourtant dans la situation exceptionnelle que la gendarmerie était appelée à vivre, même certains éléments de cette arme admirable, selon l'expression de Paul Delouvrier, ont pu hélas aussi déraper. Je me dois de souligner que sur le terrain j'ai reçu le soutien de quelques personnes de ma hiérarchie. Elles furent peu nombreuses et n'ont pas souhaité rendre public le combat difficile qui fut le mien au nom des droits de l'homme, à une seule exception. Le soutien sans faille de celui qui fut mon parrain lors de mon entrée dans la gendarmerie, le général de division Picton à qui j'ai à cœur d'exprimer mon infinie gratitude. À mon grand regret, je n'ai pu empêcher un certain nombre d'exactions.
Mais de ce que j'ai réussi à faire, au cours de ces 5 années, je garde précieusement en moi le sentiment du devoir accompli dans cette Algérie qui demeure à jamais chère à mon cœur, comme pourront m'en juger mes lecteurs. Qu'on veuille bien me permettre de citer ici Jean-Pierre Cochard, magistrat à la Chambre sociale de la Cour de cassation et ancien directeur général de la Gendarmerie nationale. Elle révèle le poids et l'enjeu pour ma vie et ma carrière de ce qui s'est passé en Algérie. Mon colonel, vos positions sur la guerre d'Algérie vous auront poursuivi jusqu'à la fin de votre carrière. Il est évident que mes positions sur cette guerre et sur son issue étaient sans ambiguïté. C'est ainsi qu'en prenant la parole chaque fois devant les associations de l'IHEDN, dont j'avais la responsabilité, je n'hésitais jamais à rappeler l'absurdité de ce conflit de décolonisation que les derniers gouvernements de la 4e République n'avaient eu ni la lucidité ni le courage de gérer autrement. C'est certainement pour cela que le général de division aérienne Pozzo di Borgo, directeur de l'IHEDN, lors de ma première année à l'IHEDN, a pu écrire les notes suivantes me concernant. Esprit fin et subtil d'une fidélité et d'une discipline intellectuelle totale, le colonel Coulon est un collaborateur que j'apprécie tout particulièrement. Très apte aux fonctions d'officier général. Lors de ma seconde année à l'IHEDN, le vice-amiral d'escadrugue a écrit les mots suivants. Le colonel Coulon mène une action efficace et appréciée auprès de l'ensemble de ses correspondants avec lesquels il entretient les meilleurs rapports. Son intelligence, son ouverture d'esprit et sa qualité de jugement associées à un dévouement exemplaire au service, à une grande rigueur de comportement et à une longue expérience de la gendarmerie, justifieraient certainement sa promotion au grade de général de brigade dans la 2e section. Lors de ma 3e et dernière année à l'IHEDN, le général de corps d'armée Lang a écrit les mots me concernant. Sa vaste culture, sa sensibilité et son ouverture d'esprit lui permet d'entretenir les meilleures relations avec ses nombreux correspondants dans toute la France. Il est apprécié et recherché pour ses conseils judicieux. D'un très grand dévouement au service, d'une intelligence fine et d'une rigueur exemplaire, il est un collaborateur apprécié et écouté. Sa longue expérience de la gendarmerie lui permet de présenter son arme dans le cadre des études militaires, à la satisfaction générale. Il mérite d'être inscrit à la liste d'aptitude et fera honneur à la gendarmerie. Par contre, le général de gendarmerie Chamard, commandant la Légion de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'avait pas cru devoir entériner les appréciations ci-dessus, n'hésitant pas à dire à qui voulait l'entendre qu'il avait une pierre à la place du cœur. Chaque lecteur pourra comprendre que ce général ne pouvait apprécier l'auteur de ce livre. C'est de cette façon que l'accession au grade de général qui m'était destinée me fut refusée en raison de mes convictions spirituelles et humanistes, comme on le verra à la fin de cet ouvrage. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai pu vivre auprès des associations de l'IHEDN ou ce que j'ai pu vivre auprès du peuple algérien durant 5 années, restera à jamais la grande fierté de ma vie. Préambule, mes racines montluçonnaises et algéroises. Jeune officier, j'avais postulé pour l'Algérie à la sortie de l'école militaire des officiers de gendarmerie de Melun. Je fus amené à diriger un peloton de gendarmerie de septembre 1966 à mars 1962 dans 3 secteurs algériens. Ma vie, au moins en apparence, fut jalonnée de paradoxes. Pourquoi ? Alors que j'étais un enfant plutôt rêveur et peu enclin à des jeux violents comme pouvaient l'être mes camarades, ai-je décidé de faire une carrière dans l'armée ? Pourquoi ai-je été attiré par la différence, alors que mon éducation ne m'y avait pas prédisposé ? Pourquoi ai-je postulé pour l'Algérie alors que tant d'autres y partaient contraints et forcés ? Autant de questions qui appellent des réponses pour comprendre, ou tout au moins pour donner quelque éclairage sur mes prises de position, quelque peu atypiques, me semble-t-il, à l'égard de la guerre d'Algérie. Et bien sûr, j'ai conscience qu'aucune réponse ne peut se suffire à elle-même, et qu'il convient in fine d'accepter cette part de mystère, à l'origine des choix de toute vie. Mes racines montluçonnaises. Je suis né et j'ai grandi dans une ville de la France profonde, Montluçon qui fut pendant environ un siècle un grand centre ferroviaire et industriel, 19e et 20e siècle. La métallurgie des usines Saint-Jacques fabriquait les blindages des navires de guerre grâce au charbon qui arrivait de Commentry, et au fer qui arrivait du Berry par le canal du même nom. Elle fut gérée avant la guerre par un grand maire, Marx d'Ormois,
qui fut aussi un grand résistant et le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Léon Blum. Il fut assassiné par la milice pendant la guerre. Une station du métro de Paris porte son nom. L'actuel maire de Montluçon, Daniel Duclérille, élu pour un 3e mandat, a écrit un livre intitulé « Marx Dormois, la force des racines ». L'éducation familiale que je reçus fut marquée par un véritable rigorisme dans la pratique religieuse. J'appartenais à une famille à la fois marquée par un esprit laïque, du côté de mon père, et par une pratique intégriste de la religion catholique, du côté de ma mère. J'ai mis du temps à me débarrasser de ce fléau pour adopter beaucoup plus tard, après quelques années d'incertitude passées dans l'athéisme ou l'agnosticisme, une foi indépendante de tout dogme et de toute institution, fondée exclusivement sur les convergences spirituelles des grands textes de la Torah, de l'Évangile et du Coran. J'ai toujours éprouvé un intérêt majeur pour les faits de guerre. Durant toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de la guerre de 14 à 18 par mon père qui avait appartenu au génie transmission, et surtout par son cousin germain, un certain Victor. Ce dernier avait participé à la bataille de Verdun, où il avait été sérieusement blessé. Cela ne l'empêchait pas d'évoquer ces faits de guerre avec un humour ravageur, ce qui fascinait le jeune homme que j'étais. Quelques années plus tard, en compagnie de mon père, j'ai suivi avec grand intérêt les différents épisodes de la guerre de 39 à 45 à partir d'une carte de l'Europe installée sur un mur de notre maison. De petits drapeaux plantés sur la ligne de front nous permettaient de suivre les combats, que ce soit la bataille de Russie entre les Allemands et les Soviétiques, la bataille de France après le débarquement. J'étais impressionné par ceux qui évoquaient devant moi les grandes figures telles que De Gaulle, Leclerc, Delattre de Tassigny, nom de ma promotion de Saint-Cyr. Ils avaient su conduire les armées françaises à la victoire, effacer la désastreuse défaite de 40. Pour moi, ils étaient porteurs d'espérance et de la liberté retrouvée. Plus subtilement, je crois aujourd'hui qu'ils faisaient écho à mon propre besoin de liberté et de libération. Avec le recul, j'ai l'impression qu'une partie de moi-même s'identifiait aux libérateurs et une autre à ceux qui osaient prendre les armes, se rebeller. Je veux parler de ceux qui voulaient s'affranchir de la colonisation. Peut-être ont-ils secrètement influencé mes choix. Mes études au collège des Pères Maristes et à Saint-Cyr-Coëtquidan. Si mon père souhaitait que je fasse des études au lycée, il se laissa néanmoins convaincre par le choix de ma mère qui estimait que l'enfant fragile que j'étais ferait de meilleures études au collège des Pères Maristes. Aujourd'hui, je peux dire que cela se révéla en grande partie inexact, d'une part en raison des carences pédagogiques de certains professeurs, d'autre part à cause du caractère radical de leur approche religieuse. Peut-être est-ce parce que je l'avais si mal vécu au point d'en être saturé, que j'ai été disposé à préférer plus tard une autre démarche spirituelle. J'ai le souvenir de 2 professeurs qui n'étaient pas maristes. Il s'agissait de 2 membres du clergé. Ils ont dans une certaine mesure, chacun pour des raisons différentes marqué ma jeunesse. Du premier, professeur de français qui m'enseigna en seconde et en première, je garde un mauvais souvenir. Je le trouvais paresseux. Il nous donnait 3 dissertations par an à rédiger, et nous les rendait 3 mois plus tard. J'étais aussi dérouté par sa manière d'enseigner les grands auteurs. Il lisait. Et pourtant, ironie de l'histoire, ce professeur qui aurait pu me dégoûter de la littérature, qui aurait pu me conduire à l'échec, a finalement contribué quelques années plus tard à me propulser vers d'autres horizons. Au second, celui de mathématiques, un certain Vergnion que nous appelions familièrement le Gnon, je lui décernerai aujourd'hui le prix de l'excellence. Cet homme qui avait le faciès et l'humour de Rému, cet homme que je revois dans mon esprit 70 ans plus tard comme si je venais de le quitter, m'avait donné la bosse des maths. Il souhaitait que je me présente au concours d'entrée de l'école polytechnique. En fait, je ne suivis pas son conseil. Je préférais intégrer le lycée Saint-Louis à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. En me remémorant cette époque, je voudrais évoquer le rôle déterminant d'une certaine librairie. En face du lycée, boulevard Saint-Michel, se tenait la librairie Richelieu. À la fois désireux de combler mes limites en littérature dues à ce cher professeur de français précédemment évoqué, fasciné déjà par les livres, je me suis senti très rapidement aspiré par ce lieu dont je peux dire qu'il m'inspirait et me nourrissait chaque fois que j'y pénétrais.
C'est là que j'ai dévoré les ouvrages de Pierre de Boisdeffre et de Pierre-Henri Simon sur les grands auteurs contemporains tels que Camus, Malraux, Sartre, dont j'avais si peu entendu parler durant mes études secondaires. C'est probablement leur lecture assidue qui me vaudra plus tard un premier prix de français au lycée Saint-Louis. Encore aujourd'hui, je pense avec nostalgie à cette librairie disparue depuis longtemps. La découverte de mes racines algéroises. Mon père me parlait parfois de l'Algérie. Il exprimait sa conviction qu'une branche de la famille Coulon s'était installée à Alger à la fin du XIXe siècle. Les choses restèrent là jusqu'à ce jour de 1954 où une coïncidence vint conforter sa certitude. La voisine de mes parents, de retour d'une cure thermale à La Roche-Posay, vint leur dire qu'elle y avait rencontré une personne nommée Adrienne Bonnefond, petite fille d'un certain Georges Coulon. Celui-ci aurait eu de la famille dans l'Allier, aux environs de Montluçon. Ayant ainsi pu obtenir l'adresse à Alger de cette dame, mon père n'hésita pas un instant à lui écrire séance tenante. Cette lettre resta sans réponse. Ce silence ne découragea pas mon père qui lui en écrivit une seconde, apportant cette fois davantage de précision sur les lieux et sur sa propre histoire. Lui-même était né au château de Vignoux, situé dans la commune de Domérat toute proche de Montluçon. J'appris plus tard que dans un premier temps elle n'avait pas osé ouvrir la lettre, car seule descendante de la famille Coulon, elle redoutait une déception. L'auteur de cette lettre était-il bien un membre de sa famille ? Mais à la réception de la seconde lettre, elle se ravisa et les ouvrit toutes les deux. À son grand soulagement, elle put reconnaître qu'il s'agissait bien de sa famille. Une relation épistolaire finit par s'établir. Elle décida de venir nous rendre visite à Montluçon l'année suivante. Lors du déjeuner de retrouvailles l'été 55, nous découvrîmes une Française d'Algérie au caractère bien trempé et un gain excentrique. Récemment retraitée de l'Éducation nationale, elle avait enseigné le français à Sidi Bel Abbès et dans 2 lycées d'Alger. Consciente d'une certaine supériorité sur mon père en passe d'être nommée receveur des postes, elle apparaissait plutôt sous un jour autoritaire, sûre d'elle-même et de ses convictions, notamment sur le devenir de l'Algérie et sur la population musulmane, convictions que déjà je ne partageais pas. Nos divergences devaient s'affirmer par la suite. Ainsi, lorsque j'avais évoqué André Mandouze, ce grand intellectuel, enseignant à la faculté d'Alger, elle exposa en me disant que lui comme moi nous ne connaissions pas les Arabes. Ma tante était aussi marquée par un certain antisémitisme ambiant, comme c'était le cas chez la plupart des gens que j'étais appelée à côtoyer. Convenons qu'en fait c'était la vision d'une époque. Mes premiers pas sur la terre algérienne en décembre 55. Cette tante m'invita à passer les fêtes de fin d'année chez elle. Elle me fit visiter Alger et ses environs pendant 1 semaine. Je fus très émue lorsque nous allâmes nous recueillir sur la tombe de Georges Coulon dans le cimetière situé en contrebas de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Elle me montra aussi le lieu où il tenait un magasin d'ameublement, en face de la cathédrale redevenue aujourd'hui la mosquée d'Alger telle qu'elle l'était avant l'arrivée des Français. Dans ma maison de Montluçon, je conserve toujours précieusement une table de style mauresque qu'il avait fabriquée de ses propres mains. Au cours de ce séjour, elle m'offrit également une excursion dans la région d'Alger. Je pris un car qui me permit de découvrir avec grand intérêt la plus grande partie de la plaine de la Mitidja, la fierté des Français d'Algérie en raison de la mise en valeur de ce lieu. À l'origine c'était en effet un terrain marécageux et inhospitalier, qui bénéficia en 1943 d'un plan d'assèchement et de mise en valeur. Je pus aussi admirer le mystérieux tombeau de la Chrétienne, qui n'a jamais livré tous ses secrets ainsi que Tipaza dont les baies et les ruines furent immortalisées par Albert Camus. Je me souviens de ce que, quelques heures avant mon départ pour la France, ma tante me fit observer que l'émerveillement qui avait été le mien devant tout ce que j'avais vu était, selon elle, semblable à celui de son grand-père qui après son long service militaire était resté sur place et avait fait souche. À mon retour d'Algérie, je regagnai l'école de gendarmerie de Melun avec le profond désir d'être nommé dans ce pays à la fin de mon stage. C'est effectivement ce qui se produisit. Une vision de l'Algérie influencée par André Crouzia. Mes origines et mon choix de carrière auraient pu ou dû me conduire à penser en termes des ' Algérie française, à considérer comme inférieure, voire barbare, la culture des autres, notamment celle qui n'était pas d'inspiration chrétienne.
C'était sans compter avec la rencontre d'un homme, en quelque sorte mon Pygmalion, qui contribua à modeler mon regard tout autrement. En 1953, alors que j'étais officier élève en 2e année de l'école militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, j'appris qu'une conférence sur l'armée et la nation serait donnée à Nantes. En fait, je ne me sentais pas la mentalité d'un pur militaire, et j'avais le besoin de m'ouvrir à d'autres perspectives. C'est pourquoi, bien que le nom du conférencier me fût inconnu, j'eus l'intuition que cet exposé ne pouvait que me passionner. Cette conférence, bien au-delà de l'intérêt qu'elle éveilla en moi, fut le départ d'une relation qui dura près d'un demi-siècle et qui allait définitivement orienter ma vie. Moi qui étais dégoûté de mon éducation intégriste, je ne pouvais qu'être sensible à la vision tout à fait nouvelle qui était celle d'André Crouziat, dans l'ordre politique, sociologique, philosophique, religieux. Je fus aussi séduit par sa dimension humaine. Impressionné par le personnage autant que par le sujet traité, je lui demandai la possibilité de poursuivre nos échanges. Il accepta très spontanément, et me communiqua ses coordonnées. Nous avons correspondu, et nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avant mon départ pour l'Algérie. Dès 1954, il m'apporta un éclairage personnel sur l'issue qu'il estimait inévitable de la guerre d'Algérie. Je reconnais avoir été profondément influencé par ces certitudes, même si elles ne correspondaient pas à la pensée dominante de l'époque et moins encore à celle du corps militaire auquel j'appartenais. À plusieurs reprises il me l'avait dit, « L'Algérie française est morte. On ne peut savoir au bout de combien de temps l'indépendance sera reconnue. On ignore aussi la quantité de sang qui sera versée des deux côtés. Là où tu seras, essaie de sauver ce qui peut l'être. » Ces certitudes se fondaient sur les contacts privilégiés qu'il entretenait avec l'Algérie. Il avait organisé avec Vie Nouvelle un voyage en Algérie en 1954 et les Algériens, notamment avec la Fédération FLN de France. Par ailleurs, il recevait le journal El Moudjahid dont il m'a fait bénéficier. J'ai pu grâce à lui en lire plusieurs numéros. En fait, j'ai été conquis par sa pensée en raison de la confiance qu'il m'inspirait, bien au-delà de ses connaissances et de ses qualités intellectuelles. Toute sa personnalité pourrait se résumer en un seul mot, charisme. Ce qui m'a le plus fortement frappé chez lui, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, qu'ils soient croyants ou incroyants. Je percevais chez lui de la considération pour chacun. Il ne jugeait pas, il manifestait de la disponibilité pour une écoute empathique. Il avait un talent de Pygmalion, inégalable. Il percevait d'emblée la valeur, le potentiel de celui qui était en face de lui. Je reconnais que le regard qu'il a pu porter sur moi a consolidé ma confiance en moi-même. Il ne doutait pas de lui-même, sans être pour autant arrogant ou prétentieux. Il ne pouvait s'appuyer sur un quelconque statut social, lui qui n'avait pas de titre professionnel honorifique, pas de résidence dans les quartiers bourgeois de la capitale, mais un simple logement dans un HLM d'un quartier populaire de Paris. Avant de rejoindre mon affectation en Kabylie en septembre 1955, j'entendis André Crouziat me répéter ce qu'il m'avait dit maintes fois auparavant. L'Algérie française est morte. On ne peut savoir au bout de combien de temps l'indépendance sera reconnue. On ignore aussi la quantité de sang qui sera versée des deux côtés. Là où tu seras, essaie de sauver ce qui peut l'être. Par ces propos, ce visionnaire était également persuadé que ce conflit aurait pu être évité si l'on avait écouté les appels de certaines grandes voix, comme on pourra le lire plus loin. Chapitre 1er. Mes 3 séjours en Algérie. 1. Le séjour en Kabylie, septembre 56 au novembre 58. 2. Le séjour à Alger, décembre 58 au avril 60. 3. Le séjour à Bouzarea, avril 60 au mars 62. 1. Le séjour en Kabylie, septembre 56 au novembre 58. Le contexte dans lequel j'étais appelé à vivre et à agir. Entre ma première visite à Alger chez ma tante en décembre 55 et mon affectation en tant que lieutenant de gendarmerie mobile en Kabylie, 8 mois s'étaient écoulés, marqués par des événements politiques, militaires internationaux de première importance. Du village de Kabylie-les-Isères où je fus affecté jusqu'en novembre 1958,
je suivais avec une grande attention l'évolution de la situation politique en France et ses inévitables conséquences pour l'Algérie. En France, une promesse de paix par le nouveau gouvernement. Le 2 janvier 1956, les élections législatives avaient donné une légère majorité à la gauche, représentée par le Front républicain, socialistes et radicaux, qui avait fait campagne pour la paix en Algérie et contre une guerre imbécile et sans issue, selon la formule du secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet. Le président de la République, René Coty, désigna comme président du Conseil le chef du parti ayant obtenu le plus de voix et de sièges. Guy Mollet, à la grande déception des partisans de Mendès France, vrai leader du Front républicain. Ce nouveau chef du gouvernement, mal informé de l'extrême complexité du problème algérien en raison de la présence de près d'1 million d'Européens, désigna comme ministre résident en Algérie, un grand soldat, le général Catroux, ce qui parut être à ce moment-là une bonne décision. Je fais partie de ceux qui ont reproché au président Coty d'avoir désigné Guy Mollet comme président du Conseil au lieu de Pierre Mendès France, qui avait la faveur de tous ceux qui avaient voté pour le Front républicain le 2 janvier 1956. Ce dernier jouissait en effet d'une stature politique que Guy Mollet n'avait pas. De plus, les électeurs avaient placé, en celui qui avait fait la paix en Indochine et qui avait accordé l'autonomie interne à la Tunisie, une grande espérance pour amorcer une négociation sérieuse avec le FLN. En fait, on a pu s'interroger sur la détermination de l'homme et sur sa lucidité en raison de sa réaction au lendemain de l'insurrection algérienne du 1er novembre 1954. Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Jamais la France ne cédera sur ce principe fondamental. Benjamin Stora était cependant enclin à absoudre Mendès France de ce que l'on pouvait considérer chez lui comme un faux pas. La conviction que l'Algérie et la France ne faisaient qu'une était répandue chez à peu près tous à l'époque. Jean Lacouture en veut pour preuve les articles du même ton que Le Monde publia immédiatement après l'insurrection. C'est certainement ce qui faisait dire à André Crouzia, Mendès France, on n'en est pas sûr. La contestation lors de la journée des tomates, à Alger. Le général Catroux, compagnon de Lyautey, proche du monde musulman et surtout connu comme partisan de la décolonisation, jouissait d'une stature intellectuelle, politique, militaire exceptionnelle. C'était à l'époque, du fait de son passé, le plus prestigieux de sa génération. La révolte de novembre 1954 ne l'avait pas pris au dépourvu. Par sa clairvoyance politique, il avait compris que cette révolte était alimentée à la fois par le nationalisme politique de l'élite et le mécontentement économique et social de la masse. En fait, d'après l'historien Henri Lerner dans son ouvrage intitulé Catroux, cette nomination avait été le fruit d'une improvisation plus que d'une décision mûrement réfléchie. Elle avait fait l'effet d'une bombe chez les Français d'Algérie. Le 6 février 1956, lors de la venue à Alger du président du Conseil pour installer le général Catroux, une manifestation des ultras, partisans de l'Algérie française, éclata pour dénoncer la politique des gouvernements. Conspué et bombardé de pierres et de tomates devant le monument aux morts, Guy Mollet dut accepter la démission offerte par téléphone du général Catroux. Il le remplaça aussitôt par son camarade de parti, Robert Lacoste, que rien ne qualifiait à mon sens pour remplir une telle fonction. Cette journée, passée à la postérité sous le nom de Journée des tomates, contribua certainement à l'abandon par Guy Mollet de sa politique de recherche de paix en Algérie. La réalité de la pacification. Contrairement aux promesses électorales de Guy Mollet, le gouvernement français s'engagea dans une politique dite de pacification. En dépit de son nom, elle visait la poursuite de la guerre, aux grandes dames d'une fraction de la gauche qui se sentait trahie. En mars 1956, le gouvernement obtint des pouvoirs spéciaux votés par toute la gauche, y compris le Parti communiste. Il avait le champ libre pour faire des réformes et prendre toutes mesures exceptionnelles destinées à rétablir l'ordre par des moyens militaires, renforcement considérable du contingent notamment grâce au rappel des disponibles, et par des négociations secrètes avec le FLN. En fait, les pouvoirs spéciaux revenaient à octroyer à l'armée des pouvoirs de police. En 1957, André Philippe, ancien ministre et président international du Mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe,
avait lui-même condamné sévèrement Guy Mollet, son camarade de parti, pour avoir, selon lui, commis 2 fautes majeures. Sa capitulation du 6 février 1956 et à la fin de la même année, l'association de son gouvernement avec le gouvernement conservateur anglais dans L'. Expédition avortée de Port Saïd, décidée à la suite de la nationalisation du canal de Suez par le colonel Nasser. La conséquence en fut très grave pour l'armée française et pour l'opinion française, souffrant depuis longtemps, comme l'écrit André Philippe, du complexe de Dien Bien Phu. Certains étaient persuadés qu'il fallait détruire Nasser et l'éliminer, et que cela constituait un préalable obligé pour une solution du problème algérien. En réalité, on a fait de lui, non seulement le héros national de l'Égypte, mais aussi le symbole de l'émancipation des peuples arabes dans le monde. De plus, on a renforcé à cette époque, dans tout l'Orient, l'influence de l'URSS qui est apparue alors comme le pays sauveur du monde arabe et défenseur des peuples opprimés. Quant à la pacification avec ce qu'elle recouvrait, André Philippe n'hésita pas à la qualifier de crime dans son livre « Le socialisme trahi ». La pacification, un terme ambigu. L'ambiguïté du terme de pacification se révèle à travers les décrets qui furent pris. Par ceux de mars et d'avril 1956 qui permettaient une action renforcée, l'Algérie fut divisée en 3 zones gérées par des corps d'armée spécifiques, les zones de pacification, les zones d'opération et les zones interdites. Dans les zones de pacification, il était prévu de protéger les populations européennes et musulmanes. Dans ce cadre, l'armée s'efforçait de lutter contre l'insuffisance de l'administration. En quelque sorte, son objectif était de séduire la population paysanne et de la couper des rebelles, en l'alphabétisant, en la soignant. Mais la pacification ne se réduisit pas à ce type d'action. Dans les zones d'opération, elle fut également synonyme d'intensification des opérations militaires françaises contre les maquis algériens. L'objectif visait l'écrasement des rebelles. Obéissant au principe selon lequel la fin justifie les moyens, l'armée commit un certain nombre d'abus, à mes yeux intolérables. Dans les zones interdites étaient parquées des populations dans des camps de regroupement. Elles avaient été déracinées par l'armée de leur village, pour leur éviter d'être contaminées par les rebelles. Dans ces espaces, les militaires avaient le droit de tirer à vue sur toute personne jugée suspecte. Ultérieurement, j'apporterai des précisions sur ces abus de pouvoir, notamment sur la pratique de la torture et sur ces camps de regroupement. Mes missions en Kabylie. À mon arrivée, je pris le commandement d'un peloton de gendarmerie mobile qui comporterait des véhicules blindés, half-track et scout-car. Un autre peloton de 2 automitrailleuses fut pris en charge par un officier, le lieutenant Fournon, affecté avec moi au même escadron commandé par le capitaine Gégaud. Au cours de mon séjour, je dus assurer 3 types de missions, d'opérations militaires, d'ordre relationnel et de surveillance à caractère politique. Les missions d'opérations militaires. Dans ce domaine, je fus confronté aux dangers de la vie opérationnelle à travers les opérations de bouclage, le patrouille de surveillance et celles qui visaient au renfort des unités militaires sur place. Quand des félagas étaient repérés ou se manifestaient d'une quelconque façon, nous organisions un grand bouclage de la zone où ils étaient susceptibles de se trouver. À l'aide d'hommes et de blindés, nous tentions de créer une frontière autour du périmètre suspect pour permettre les recherches et empêcher ainsi toute évasion. Ces bouclages étaient mis en place le plus souvent en fin de journée par les gendarmes, et n'étaient levés que le lendemain matin. L'armée de terre était alors chargée de faire le ratissage, quel mot n'est-ce pas, pour retrouver les combattants de l'ALN. C'était la plupart du temps mission impossible, parce qu'ils se fondaient dans la population. Le proverbe arabe se révélait juste, la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, Dieu seul la voit. J'ai gardé le souvenir d'un bouclage en particulier, au cours duquel j'aurais pu perdre la vie. Cette fois-là, le dispositif mis en place était un peu différent. Les scout-cars stationnaient le long d'un zadweg assez profond, car de l'autre côté, des combattants de l'ALN avaient été aperçus. Les échanges de tirs avaient eu lieu puis le calme était revenu. Comme chaque fois, j'étais proche de mes hommes et je circulais d'un poste à l'autre côté de Talweg vint s'écraser sur le blindage du scout-car que je venais de quitter. J'en conclus qu'un ange gardien m'avait protégé. Je pus d'ailleurs constater qu'il ne me quitta plus durant tout mon séjour en Algérie. Avant de lever le bouclage,
Je vérifiai ce qui avait pu se produire dans le secteur. Fort heureusement, je n'ai à constater ni blessés ni morts chez les paysans. Seul un bœuf avait été touché par des éclats de grenade. Il saignait des yeux et du nez. Comme il divaguait, je crus bon d'abréger ses souffrances en l'abattant avec mon pistolet. Les patrouilles de surveillance. Ce type d'opération obéissait en quelque sorte à une stratégie de communication. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.